La situation revient doucement à la normale à l'aéroport national. Mais la cyberattaque de ce week-end révèle les failles de nos systèmes. Qui sont ces hackers qui parviennent à bloquer tout un aéroport international? Quelles sont les autres cibles potentielles? Quelles sont les motivations de ces hackers et comment se protéger? On a beaucoup de questions à se poser. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et j'accueille 4 experts de ces questions. Guillaume Witz, bonjour. Vous avez des années d'expérience en matière de cybersécurité. Vous travaillez aujourd'hui pour la société NSI. On verra avec vous notamment comment ça a évolué la protection ces dernières années. Anthony van der Maren, bonjour. Vous êtes associé chez Atayan Partners, vous êtes assistant à la Solvay Business School. Une expérience aussi à partager avec nous et des questions concrètes. Qui sont les hackers ? Comment se protéger? Jean-Luc Peters, bonjour. Vous êtes en charge des équipes d'intervention cyber. Vous faites partie de ceux qui nous protègent et on verra contre qui et comment vis-à-vis de ces cyberattaques. Et puisque la défense s'en mêle, puisque c'est une question de sécurité nationale, un député fédéral, Mathieu Michel, bonjour. Vous suivez ces questions pour le compte de votre parti, le mouvement réformateur à la Chambre des représentants. La première question, qui parmi vous, messieurs, a été surpris par l'attaque sur l'aéroport national et par son ampleur? Ça a commencé ce week-end, on est mercredi et on n'a toujours que 90% des avions qui décollent. Qui était surpris par l'attaque ou par l'ampleur? Mathieu Michel, pas surpris? Non, pas surpris, je pense qu'on sait que les attaques peuvent survenir n'importe où, n'importe quand. Et aujourd'hui, la personne qui vous dit qu'on est à l'abri en matière de cybersécurité, elle se trompe fortement. Et donc, je pense que le cas d'école ici qu'on vit sur l'aéroport est intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte que l'attaque est intervenue sur le système de bagagerie, en fait. Et donc, quelque part, une attaque qui touche quelque part une partie d'un système qui finalement fait tomber l'ensemble. Et donc ce sont des éléments qui aujourd'hui doivent nous rendre attentifs parce que ce qu'on vit sur l'aéroport de Zaventem, ce qu'on a vécu, peut se reproduire dans d'autres types de systèmes. Donc ça met en évidence l'importance aujourd'hui d'être très vigilant sur l'ensemble finalement du système de la société dans son ensemble. Anthony van der Maren, vous avez été surpris, on voit les images de l'aéroport derrière vous, par le chaos que ça a fait. C'est quand même pas la première fois qu'un aéroport doit être attaqué de manière cyber. Non du tout, mais toutes ces entreprises font appel à des sous-traitants et donc on se retrouve avec des sociétés qui ont un ensemble de fournisseurs qui sont garantes aussi de leur cybersécurité, qui sont interconnectés et ça veut dire que ce sont aussi des voies d'entrée royales à un certain moment pour pouvoir paralyser un aéroport parce qu'un fournisseur principal qui est aussi actif à Berlin et à Heathrow se trouve complètement paralysé par une cyberattaque. Guillaume Witz, alors vous travaillez en Belgique mais aussi à l'international. On est moins bien protégé en Belgique que dans d'autres pays ou au contraire on se défend pas mal? On se défend pas mal, on fait ce qu'on peut. Ça saute pas aux yeux ces jours-ci. Mais Non, mais quand on regarde les chiffres, clairement c'est une problématique mondiale. Il n'y a pas un pays qui s'en sort beaucoup mieux que les autres. Mais le risque est quotidien. Donc moi je suis... Comme vous, je ne suis pas surpris que ça puisse arriver. En effet, ça peut arriver. C'est pas, on dit souvent la question, c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Et donc, non, pas surpris du tout. Alors, qu'est-ce que ça dit finalement de notre sécurité générale? Qu'on doit investir plus? Qu'on a toujours une longueur de retard sur les assaillants? Ou que, quelque part, si je vous entends, le fait qu'on soit... qu'on soit presque surpris par l'ampleur, c'est qu'on arrive à déjouer d'autres attaques, Monsieur Peters. Qu'est-ce que vous retenez comme leçon en dehors de l'enquête qui va se mener? Il y a un homme qui a été arrêté en Grande-Bretagne, on n'a pas le dossier, mais enfin, il y a quand même des leçons qu'on peut tirer des conséquences. Je crois que tout d'abord, nous avons plusieurs notifications cyber par jour au niveau du Centre pour la cybersécurité, donc la surprise, elle n'est pas là. Par contre, le fait de pouvoir se protéger, les investissements nécessaires par rapport à ce type de problématiques-là sont quand même importants et devraient être encore soutenus et maintenus par rapport à cela. Le gouvernement aussi investit pas mal dans la cybersécurité au niveau des budgets qui sont alloués par rapport à ça. C'est une nécessité qui peut impacter autant des petits opérateurs ou des petites entreprises que des grandes entreprises. Donc personne n'est à l'abri. Alors justement, Monsieur Peters nous dit le gouvernement investit pour la cybersécurité. Ça coûte combien de protéger on va dire une PME? Là, vous êtes invité par BX1, 50 employés, quelques sous-traitants. Ça coûte combien de protéger un service public bruxellois sous forme d'ASBL de droit privé? Ça va nous coûter
1000 euros par an, 100 000 euros par an, et il est où le rapport? J'aimerais bien réagir à ce point, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Combien ça coûte de protéger une entreprise? Un chef d'entreprise qui va me voir en me disant, voilà, j'ai 50 collaborateurs, combien ça va me coûter tous les mois? En réalité, la cybersécurité, dans l'absolu, ça n'existe pas. On fait de la cybersécurité en fonction des besoins propres à chaque entité. On n'a pas tous les mêmes besoins en cybersécurité. Parce que la cybersécurité, qu'est-ce qu'il y a derrière la cybersécurité? En réalité, c'est la cyber-résilience, la continuité d'activité. On n'a pas tous les mêmes besoins. Je voudrais juste finir par rapport à ça. Un jour, il y a un chef d'entreprise d'une petite entreprise qui m'a dit, écoutez, moi, si jamais je suis à l'arrêt, au final, mon informatique, ça me sert à quoi? Ça me sert à faire mes factures. Donc, si jamais je dois attendre 15 jours avant d'envoyer mes factures, c'est pas catastrophique pour moi. Mais en fonction justement de la nature de l'activité, les besoins en sécurité peuvent être particuliers. Et donc ça peut coûter quoi? Quelques milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros pour une PME? On n'a pas d'idée. Alors, encore une fois, ça dépend des... Vous allez le dire pas cher à vos clients, mais... Non, c'est pas vraiment ça. Et encore une fois, ce qui est important, c'est adapter à chaque contexte ce qu'on est capable de faire et de le prioriser. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes budgets à mettre dans la cybersécurité. Donc ce qu'il faut regarder, c'est quoi l'essentiel? Et juste une petite parenthèse par rapport à ça, s'il y a des sujets essentiels aujourd'hui, moi je vois 3 choses principales. Le sujet de l'humain, on en reviendra certainement tout à l'heure, mais l'humain aujourd'hui, on parle souvent de l'humain comme étant le maillon faible de la cybersécurité. Aujourd'hui, il faut faire de l'humain le maillon fort de la cybersécurité. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent non plus, comme faisaient les entreprises il y a encore quelques temps, une grand-messe une fois par an pour sensibiliser les collaborateurs, mais il faut les accompagner au quotidien. Et il y a des solutions qui existent pour ça aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est la surface d'attaque. Ça, c'est le principe de base en sécurité. Vous parliez tout à l'heure de moyens de protection. Il faut limiter cette surface d'attaque en faisant en sorte d'avoir les bons moyens de protection. Et la dernière chose, c'est le sujet de la réactivité en cas de cyberattaque, parce que c'est là qu'on va limiter l'impact. Pour moi, aujourd'hui, c'est quand même ces 3 gros sujets, et là, quelle que soit l'entreprise, qui doivent être adressés. Il faut se poser la question sur ces 3 sujets-là. Je retourne vers M. Van der Maren. Vous, dans votre expérience, il y a notamment le secteur médical. Ce sont des cibles privilégiées. Les hackers ne font pas dans le détail, à la limite. Et de nouveau, qu'est-ce qu'ils visent dans les hôpitaux? Comment ils s'y prennent et qu'est-ce qu'ils essaient d'obtenir? Alors, au début, au sein des hôpitaux, on se rendait compte que c'était surtout de l'extorsion. C'est-à-dire qu'il s'agissait de bloquer un hôpital et de pouvoir obtenir une rançon. Maintenant que les hôpitaux sont de plus en plus résilients, on se rend compte que c'est aussi l'accès à la donnée médicale, avec tous les dangers que ça peut comporter. Une donnée médicale, ça permet de faire chanter les gens, ça permet à un certain moment de pouvoir envoyer un courrier à une personne en disant « Est-ce que vos collègues sont au courant que vous avez ce genre de maladie, ce genre de choses ?» Donc ça peut vraiment être dramatique. Un mot de passe, par exemple, ça vaut 2 centimes sur le dark web. Un dossier médical, ça vaut 350 €, pour vous donner un peu des chiffres là-dessus. Donc aujourd'hui, les hôpitaux sont attaqués vraiment en permanence. Et c'est un peu comme si on avait un bâtiment avec les fenêtres fermées et des abeilles tout autour. Le premier qui ouvre la fenêtre, les abeilles rentrent. Et donc, vis-à-vis des hôpitaux, on se retrouve dans le même état. D'autres secteurs auxquels on va être particulièrement attentif, Mathieu Michel? Moi, je pense qu'il faut être attentif à tous les secteurs, mais je voudrais peut-être revenir sur ce que ça coûte de se protéger. Je pense que ça peut ne pas coûter grand-chose, parce qu'aujourd'hui, simplement sensibiliser vos collaborateurs au fait de ne pas ouvrir un fichier zip sans savoir d'où vient le mail, par exemple, c'est des choses qui sont importantes. Donc parfois, le bon sens l'emporte, très, très souvent. Mais par contre, moi, je tiens vraiment à insister sur ce facteur humain. On n'est pas tous obligés, quand on a une société, une PME, de se défendre comme si on était la NASA ou bien les CIA. Je pense qu'en général, aujourd'hui, on parlait de surface d'attaque tout à l'heure, en fait c'est très facile aujourd'hui pour des groupes de hackers d'envoyer un petit peu des masses d'hameçons, justement, c'est pour ça qu'on parle d'hameçonnage, des masses de mails un peu à l'aveugle, en espérant qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu moins attentif et qui clique sur quelque chose. Alors quand vous dites, est-ce qu'on doit être attentif à certains secteurs aujourd'hui, et c'est bien ça la singularité de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tous les secteurs qui sont potentiellement attaqués, parce que justement, avec les bots, les robots, l'intelligence artificielle, on peut envoyer quelque part des milliers, voire des millions de messages, des millions d'appels quelque part à attaque sur l'Internet, et finalement se dire quand ça mord, on essaye d'y aller, on voit quelle est la nature de ce qu'on a touché, ça peut être un cabinet d'avocats, un cabinet comptable, un aéroport, une bagagerie, et une fois qu'on est dedans,
c'est un peu open bar, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une dynamique qui a été très intéressante, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, c'est que l'Europe a réagi avec une régulation qui est super intéressante, qui s'appelle NIS 2. Alors ça peut paraître barbare, mais NIS 2, c'est un peu comme la certification électrique ou la certification des ascenseurs. C'est se dire que pour un certain nombre d'entreprises qui ont une certaine valeur stratégique, j'ai envie de dire, eh bien, elles sont obligatoirement aujourd'hui tenues à respecter un certain nombre de normes techniques pour un hôpital, pour par exemple des entreprises qui assurent de l'énergie, la chaîne alimentaire, ce genre de choses. C'est un élément qui est essentiel parce que on ne fait pas que protéger la police ou bien la défense ou bien des gouvernements. On considère, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le système de bagagerie, on essaye véritablement de protéger un maximum d'entités, y compris dans le domaine, et même surtout dans le domaine civil, pour avoir en fait une protection qui est en fait une espèce de bouclier global sur l'ensemble de la société. Et c'est une avancée qui est majeure, parce que ce faisant, eh bien, finalement, on fixe des standards à atteindre pour être plus résilient au niveau de la société dans son ensemble. Jean-Luc Peters, est-ce que tout citoyen, voire tout employé, peut être responsable malgré lui d'une attaque, c'est-à-dire parce qu'il a mal sécurisé son dossier, parce qu'il prend un mot de passe qui est facile à craquer, qu'on trouve en étudiant son profil. Est-ce qu'on peut tous quelque part ouvrir la porte, comme monsieur nous le disait, aux abeilles? Je crois qu'il faut être honnête, ça peut arriver à tout le monde. Par rapport à cela, une attaque, même les personnes les plus averties, à un moment donné, vont cliquer sur quelque chose, etc. C'est aussi tous les moyens que vous mettez par rapport à la protection en place. Donc, partir du principe que ça peut arriver et se préparer par rapport à ça, c'est toujours un principe de précaution, c'est toujours la partie la plus Donc c'est pas une lubie des informaticiens d'une entreprise quand on demande de changer le mot de passe tous les 3 mois, de changer des lettres. Et est-ce que c'est suffisant d'ailleurs? Il y a plusieurs niveaux de protection à mettre en place. Le Centre pour la cybersécurité a publié d'ailleurs, et ça s'appelle le Cyber Fundamentals, Siphon. Et vous avez 4 niveaux de mesures, mais ça va de basic, avec des mesures tout à fait basiques. Comme l'authentification multifacteur, vous savez, votre mot de passe, mais aussi la petite boîte et le petit code que vous devez mettre dedans. Jusqu'à présent, 40%, d'après les statistiques, 50% des citoyens, pour le moment, n'utilisent pas encore l'authentification multifacteur. Alors, par rapport aux attaques, on avait parlé au niveau des attaques, vous avez les attaques qui sont les plus basiques, et on lance en masse les portes ouvertes, et on rentre dedans, et puis vous avez les attaques beaucoup plus sophistiquées. Qu'est-ce qu'on essaye par rapport à cela d'obtenir? Quelque part, les attaques en masse, c'est de dire easy money, l'argent facile. Donc faire chanter ou avoir donné les grosses entreprises. Ça, c'est une réalité. Voilà, les grosses entreprises, ce type d'attaques-là vont être nettement plus sophistiquées. Il y a une préparation, ça coûte de l'argent aussi. Ce sont des acteurs criminels, mais ce sont des acteurs aussi qui ont une notion économique par rapport à cela. Il faut que ça rapporte de l'argent par rapport à ce type d'attaque. Donc, au plus on monte dans le type d'entreprise, au plus on monte dans l'importance de l'entreprise. On avait parlé au niveau de NIS 2. En gros, ce sont tous les opérateurs essentiels. Les opérateurs qui, quelque part, peuvent créer une disruption importante au niveau de la Belgique. Ceux-là doivent mettre en place des moyens beaucoup plus élevés que le citoyen lambda, mais il doit quand même être prudent parce qu'il sait être la source et la porte d'entrée. Alors, je vous ai entendu, derrière les hackers, parfois, souvent, des personnes mal intentionnées qui veulent obtenir de l'argent, soit à la revente de données, soit au chantage. Qui pense qu'il y a aussi des interventions étatiques, une forme d'espionnage? Je vais vous demander de garder votre réponse en tête, parce qu'il y en a au moins un qui pense que ce sont des États étrangers. Il s'appelle Sergueï Girnov, c'est un ancien du KGB. On l'a appelé, c'est Marie Charette qui l'a interrogé pour Versus. Et écoutez ce que lui dit des cyberattaques actuelles. La plupart des attaques sont les attaques venant de Russie, tout en sachant que quand ce sont les organismes qui sont soi-disant privés, donc Europol ou Interpol ou les services d'enquête et les services spéciaux et États européens à ce moment-là demandent la coopération de l'État russe pour retrouver les pourvoyeurs de ces attaques. Et souvent l'État russe dit nous, ni vu ni connu, en fait, on ne vous donne pas le droit d'inquiéter, on ne vous livre pas l'information. Et donc on voit qu'il y a quand même une connivence entre ces soi-disant sources privées d'attaques et de perturbations et l'État russe.
Vous prenez la liste de toutes les dictatures du monde, et souvent ces dictatures, c'est aussi les pays qui ciblent l'Union européenne. Donc il faudra rajouter peut-être la Corée du Nord, parce que eux aussi ils sont assez forts. Parfois c'est l'Iran, parfois ces attaques viennent d'Amérique latine. Bon, pour ne pas nommer peut-être Cuba ou Venezuela, ce qui est moins fréquent, hein. Donc en fait, c'est la plupart du temps c'est l'Iran, la Corée du Nord, la Russie. C'est ça les principaux pays. Voilà, c'est un ancien du KGB, il est aujourd'hui retiré du domaine de l'espionnage, Sergei Girnov, il est essayiste, on l'a appelé hier. Mathieu Michel, vous souscrivez à ce qu'il dit? Il y a derrière certaines cyberattaques des pays hostiles et une stratégie, on va dire, guerrière? Ah mais totalement, aujourd'hui il y a une guerre cyber qui s'est enclenchée et c'est pas neuf, hein. Et donc c'est à la fois sur des attaques cyber, c'est aussi à la fois sur des attaques de désinformation et ainsi de suite, où effectivement des groupuscules privés soutenus ou encouragés par des États déstabilisent pour un peu tester les résistances. Et donc je pense qu'effectivement quand on parle, c'est pour ça que Nice 2 est intéressant, parce que Nice 2 c'est pas juste une réponse civile, c'est une réponse de guerre qui vise vraiment à se dire aujourd'hui les déstabilisations dans le théâtre géopolitique, et on voit que ça bouge beaucoup pour l'instant, il se passe aussi sur le terrain cyber. Peut-être préciser un élément qui est essentiel, c'est que lorsqu'on travaille sur la cybersécurité, on parle beaucoup de défense, de protection, et je pense que c'est ce qu'on fait tous ici autour de la table, mais c'est aussi on doit aussi développer nos capacités d'attaque, quelque chose qui est essentiel, parce que comme on est sur un terrain d'influence et de guerre stratégique digitale, aujourd'hui l'Europe travaille vraiment à sa capacité aussi de dissuasion cyber. Nous avons beaucoup investi au niveau de la défense dans le cybercommande par exemple, qui non seulement est en charge de protéger en fait nos infrastructures stratégiques régaliennes, mais dans le même temps est en train de développer des capacités offensive, on en parle beaucoup moins, mais c'est aussi un élément qui est essentiel parce que quelque part se défendre c'est une chose, se faire respecter c'est aussi quelque chose qui me semble essentiel. Jean-Luc Peters, on le sent au niveau de votre service que voilà, les attaques elles viennent parfois de très loin et elles sont ourdies par des professionnels couverts à l'international, on va dire ça comme ça. Ouais, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Donc c'est clair qu'il y a toute une série de pays qui nécessitent une attention un peu plus particulière par rapport à tout ce qui est attaque cyber. Maintenant, dans le domaine de l'attribution et de pouvoir exactement dire ça vient de ce pays-là, etc., c'est quelque chose d'excessivement compliqué. Et je vais simplement citer un bête exemple. Beaucoup de ces outils-là sont des outils qui sont utilisables et utilisés par toute une série d'acteurs malveillants et sont mis à disposition. Donc c'est en fait des toolkits, c'est comme quand vous allez chercher une boîte à outils, vous achetez, vous louez un certain service, ce qu'ils appellent parfois un ransomware as a service, par exemple, dans le cas où on fait un ransomware, on a une encryption au niveau des données. Donc vraiment l'attribution très très précise par rapport à ça et dire ça c'est ce pays-là qui l'a fait, c'est excessivement compliqué et plein de techniques existent. Je veux dire, même actuellement on voit que avant l'anglais était beaucoup plus bancal, maintenant l'anglais devient presque parfait, etc. aussi. Donc voilà, si vous voulez... Est-ce qu'il y a beaucoup de procès? Est-ce qu'il y a des condamnations pour des cyberattaques? Moi, j'ai trouvé beaucoup de gens pour me dire en préparant cette émission qu'il y avait des cyberattaques tous les jours, que tout le monde était une cible potentielle, la petite entreprise ou la multinationale, le particulier ou le chef d'entreprise. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de procès? Est-ce qu'on traque ces gens-là? J'ai l'impression que peu, non? Il y a un fait très ancien des années 80, c'était le système de Wilfried Martens qui s'appelait Bistel, et la personne s'était connectée en utilisant son mot de passe, et il n'y avait pas de loi à l'époque, et il y a eu une poursuite pour consommation illégale de courant. Et donc on se trouve ça. Mais donc l'arsenal juridique n'était pas là. Aujourd'hui, on a un arsenal juridique, mais on n'a pas les coupables. C'est-à-dire que voilà, il se cache quelque part derrière. Vu qu'il y a des outils qui sont tout prêts, on peut prendre un groupe qui va utiliser les outils d'un autre, se faire passer pour un État, alors qu'en fait c'est une mafia. Ils vont aller récolter de l'argent comme ça, ils vont se mettre n'importe où dans le monde et on ne va pas pouvoir les attraper. On n'est pas armé, monsieur le député? Et ça a été dit il y a une seconde. Non mais je vous pose une question, est-ce qu'on a les lois qu'il faut en Belgique pour pouvoir sanctionner les hackers? Les lois, quand on tombe dessus, quand on les identifie formellement, oui, on les a. Ce qui est évoqué, c'est très important, c'est que la procédure d'attribution est excessivement complexe. Et quand on arrive au bout de la procédure d'attribution, on se retrouve très souvent dans des pays, si on arrive à cette étape-là, où en fait les gouvernements eux-mêmes les couvrent. Je tiens à préciser une législation qui est super intéressante par rapport à ça et qu'on a beaucoup développé, moi j'ai vraiment beaucoup développé en Belgique, c'est en fait l'identité en ligne et l'authentification. C'est quelque chose qui est essentiel, et notamment il y a une régulation en Europe qui s'appelle eIDAS, qui permet en fait, de façon beaucoup plus sûre et standardisée au niveau européen, d'identifier un individu en ligne.
Je pense que c'est un élément qui est essentiel parce que quand on parle de procédure d'attribution, quelque chose qui est intéressant, parce que quand on parle de cybersécurité, pouvoir à un moment donné retracer ou filtrer des interactions digitales en fonction de la certitude que la personne qui vous envoie un mail existe bel et bien, ça permet de ramener une couche de sécurité. Donc avis au geek qui se dirait il y a un business à développer. Oui, mais je pense que c'est comme ça. C'est en amenant des outils de confiance qu'on va réussir, je pense, à ramener plus de sécurité. En tant qu'entreprise, s'assurer contre les cyberattaques. Est-ce que ça existe? Parce que là, il y a des passagers qui sont lésés à Zaventem, il y a des gens qui se font voler leurs données un peu partout dans le monde, ils peuvent se retourner. Contre qui vont-ils se retourner? Contre l'entreprise qui s'est fait pirater. Est-ce qu'elles peuvent se faire assurer? Est-ce que ça existe ou pas? Il y a clairement des assurances dédiées à la cybersécurité. Comme on s'assure contre l'incendie, le vol, on peut... Exactement. C'est des assurances qui viennent compléter des dispositifs de perte d'exploitation, etc. Donc c'est vraiment des assurances spécifiques. Et ce matin même, j'étais en conférence avec un assureur qui m'expliquait qu'on parlait justement d'organisation pour ces personnes mal intentionnées. Elles sont très organisées dans le sens où lorsqu'elles demandent une rançon, en général, le chiffre qui est demandé est toujours bien calibré par rapport à la capacité de payer de l'entreprise. Donc elles ont étudié leurs victimes. Elles ont étudié le dossier et en général, l'assureur me disait, c'est marrant, ça ressemble souvent à peu près 1% du chiffre d'affaires. Et il avait des statistiques lui-même qui montraient que c'était ça. Et c'est en ça que on parlait tout à l'heure on évoquait tout à l'heure les moyens de prévention et de protection. Ça, c'est des choses qui s'anticipent. En revanche, quand on passe sur la partie réponse à l'incident et restauration, reconstruction, ça, on a du mal à l'anticiper parce qu'en fonction de la nature de l'attaque, les dégâts peuvent être plus ou moins importants. Et c'est là où le sujet de la cyberassurance est intéressant, puisque c'est le principe d'une assurance, vous cotisez annuellement, et le jour où vous avez un pépin, en fonction du pépin que vous avez, ça peut vous garantir ce pépin. Monsieur Peters, très brièvement, parce que Monsieur Peters est en retard, j'ai une question pour lui, et il nous reste 3 minutes. Ce qui est très compliqué, c'est l'estimation du préjudice, justement. Et donc, la dynamique assurantielle vise à identifier ce que ça va coûter. Et en fait, c'est ça qui est super compliqué, c'est pour ça que les assurances ont du mal à percer sur le secteur. Monsieur Peters, sur cette notion d'assurance et de protection, alors il y a des services comme vous qui aident à protéger, peut-être la défense, mais... Oui, je crois qu'il y a quand même un point qui est très important. On peut s'assurer contre tout ce que l'on veut, mais quand on a perdu ses données, et quand on a perdu sa capacité de production, on a perdu sa capacité de production. Et donc là, cette assurance-là va vous aider dans toute une série de démarches, va éventuellement même pouvoir vous aider à identifier qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que l'acteur est rentré, le criminel est rentré, etc. Mais quand vous n'avez plus de données, vous n'avez plus de données. Et là, par rapport à cela, là, il faut quand même investir. Ça, c'est le B à bas par rapport à la cybersécurité. C'est de s'assurer, vous parliez au niveau résilience, mais de s'assurer qu'au minimum, vos données, vous ayez la capacité de les remettre en route. Parce que si vous n'avez pas... Je suis parfaitement en phase et je peux juste faire une image. C'est comme si vous aviez une voiture avec une assurance. Vous avez beau être assuré, vous faites quand même la révision, vous changez les pneus, vous vérifiez les freins, etc. C'est à peu près la même chose. Alors, il nous reste 2 minutes dans ce débat et je vais vous demander d'être prospectif de pointer une priorité en matière de cybersécurité. Jingle. Mathieu Michel, en 30 secondes, ça va être quoi la priorité de la Belgique, puisque vous êtes député fédéral en matière de cybersécurité? J'ai envie de vous en dire deux. Un, c'est vraiment implémenter NIS 2, c'est quelque chose qui est essentiel pour vraiment upgrader le niveau de cybersécurité de l'ensemble des acteurs. Et deuxième élément, c'est vraiment l'awareness des personnes. En fait, c'est vraiment rendre les gens attentifs que ça nous concerne tous. Et donc, ils doivent simplement faire attention. Et je trouve que le CCB a des programmes de formation qui sont très intéressants et de sensibilisation qui sont très intéressants en la matière. Donc, c'est vraiment être attentif pour tout le monde. Jean-Luc Peters, vous qui a un service public, finalement, ça va être quoi votre priorité pour les Belges en matière de protection? C'est dans vos services, c'est dans nos attitudes? Voilà, je crois qu'on en a plusieurs, mais pour en citer quelques-unes, une des priorités, c'est continuer à se protéger par rapport à la partie phishing. Alors, vous le savez ou pas, mais je crois que pour les auditeurs, c'est important. Il y a une adresse email qui s'appelle suspect@safeonweb.be. Tous les mails de phishing qui sont envoyés sont traités et résultent dans des actions concrètes par rapport à cela. Donc derrière tout cela, il y a toute une série d'outils automatisés qui analysent les choses et qui permettent parfois aussi d'identifier des groupes criminels et parfois aussi d'amener un dossier au niveau de la police. Donc je crois que ça, c'est par exemple pour les personnes en général, un élément qui est très important. Pour le reste, on continue à renforcer notre capacité à la réponse à l'incident, à l'anticipation des choses aussi, parce qu'on investit beaucoup dans la notification des grands opérateurs, des grands groupes, des grandes sociétés par rapport à des vulnérabilités que l'on trouve, etc. Des investissements majeurs dans ce domaine. Anthony van der Maren, dans le développement de votre business, finalement, ça vous donne de l'image? Les gens vont commencer à s'intéresser encore plus à la cybersécurité. C'est bon pour vous, ça? Oui, mais surtout un message pour les citoyens. Protégez votre boîte mail, utilisez un mot de passe différent pour votre email parce que vous utilisez votre email ailleurs et mettez en place l'authentification multifactorielle. Déjà, si tout le monde peut se protéger comme ça, on aura
aura déjà fait un grand pas aussi. Guillaume Witz, en quelques secondes, s'il vous plaît. Je ne vais pas être très original, moi je suis complètement en phase avec le sujet de l'humain. 80% des cyberattaques passent par le vecteur humain. Et en complément de ce que vous disiez, c'est vrai qu'on peut faire des choses très simplement, mais aujourd'hui on doit aussi être dans le temps réel. Donc le temps réel, c'est des outils spécifiques, c'est ce que vous évoquiez pour accompagner l'humain au quotidien. C'est pour moi le sujet essentiel. Merci messieurs pour toutes ces idées. On se retrouvera la semaine prochaine, un nouveau débat et de nouveau beaucoup de questions.